Bonjour, j'ai reçu récemment plusieurs questions qui tournaient autour du Subutex. Alors le Subutex, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un médicament qui est utilisé, on va dire, très régulièrement pour permettre le sevrage des produits opiacés. Les produits opiacés, morphine, tous les morphiniques que vous voudrez, tous les produits qui sont dits stupéfiants à base d'opiacés. Et le Subutex est utilisé de façon chronique maintenant, régulière par l'institution pour permettre un sevrage des produits opiacés. Et on m'a posé la question, on m'a dit Thierry, écoute, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'enjeu, quelles sont les conséquences et comment s'en sortir du Subutex. Parce que, qu'est-ce que sont les récepteurs opiacés? Les récepteurs opiacés, un récepteur, il faut bien comprendre dans l'organisme, un récepteur, c'est une zone du cerveau ou de n'importe quel organe, mais là on va parler de récepteurs dans le cerveau, dans le système nerveux central. C'est une zone qui va être activée par la réception d'un produit. C'est-à-dire qu'un produit vient s'associer au récepteur, active et ça déclenche une conséquence. Les récepteurs opiacés, il y en a trois globalement. Il y a les récepteurs qu'on appelle les récepteurs mu, les kappa et les alpha de mémoire, ou les gamma, je ne me souviens plus. Mu, kappa, gamma. Enfin, on a donné trois noms à ces récepteurs opiacés. Et pour comprendre l'action d'un produit, en fait, il faut aller voir quelle est la conséquence de l'activation des récepteurs. Alors, j'en ai tiré une petite liste. Quelle est la conséquence de l'activation des récepteurs aux opiacés? Pour les récepteurs mu, on a dépendance physique. On a dépression respiratoire, donc diminution de la respiration, myosis, contraction de la pupille, euphorie, réduction de la motilité du tractus gastro-intestinal, donc ralentissement du péristaltisme intestinal, dépendance physique. Alors là, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'aller activer ces récepteurs-là? Il y a quand même l'euphorie, on peut comprendre qu'on va aller chercher ça, mais attendez. Les récepteurs delta, c'est analgésie, effet antidépresseur, dépendance physique. Alors là, c'est intéressant. On se dit, analgésie, donc suppression de la douleur, effet antidépresseur, extrêmement positif, dépendance physique. Et les récepteurs kappa, analgésie de la moelle épinière, donc moins de circulation de l'influx nerveux au niveau de la moelle épinière, donc moins de ressenti quelque part, sédation, on est complètement sédaté, myosis, contraction de la pupille. Ces récepteurs, normalement, ils sont activés par des produits qu'on appelle les endorphines. Alors, c'est rigolo ce nom d'endorphine, parce que le nom est la contraction de deux mots, endomorphine. C'est-à-dire que c'est la production endogène, donc à l'intérieur du corps, de produits similaires à la morphine, comme si le produit normal était la morphine et que les endorphines c'était quelque chose en plus. Ces récepteurs, ils sont faits pour être activés par des produits qu'on appelle les endorphines. Les endorphines sont des produits qui sont sécrétés naturellement par le cerveau en réponse à des situations particulières, et on va y revenir ensuite. Ces endorphines, elles viennent activer ces récepteurs dans une proportion qui est normale, qui est acceptable, qui est modulée par des tas d'autres neurotransmetteurs et qui permettent à l'individu de fonctionner suivant un principe qui est le principe de recherche du plaisir. Parce que, je l'ai déjà dit, je le dis même souvent, nous sommes indexés sur deux choses. Les deux choses qui nous font avancer dans la vie, au niveau profond, c'est la fuite de la douleur et la recherche du plaisir. Il n'y a rien d'autre. Nous sommes des organismes qui fonctionnent suivant un principe de plaisir. Et il se trouve que dans notre vie, la biologie est bien faite et que normalement tout ce qui est propice, favorable à la prospérité, à l'épanouissement et au fonctionnement du corps humain nous procure du plaisir. Et c'est bien là où le bât blesse. C'est-à-dire que normalement, la production d'endorphines, si vous allez voir qu'est-ce qui booste la production d'endorphines, vous allez voir exercice physique, vous allez voir activité créatrice, vous allez voir le fait de rire, vous allez voir le fait d'avoir une activité sexuelle régulière et épanouissante, vous allez voir le fait d'avoir un rythme de vie qui nous correspond. En fait, tout ce qui est bon, agréable, le fait d'aller se promener au soleil, tout ça va amener à la production d'endorphines. L'exercice physique est souvent pointé du doigt, mais il n'y a pas que. Il y a tout ce qui procure du plaisir, du bien-être, dans un sens physiologique au corps. Ces endorphines sont donc produites si on se retrouve dans les conditions qui sont adaptées au corps. Et que se passe-t-il si on se retrouve dans un mode de vie qui est inacceptable pour le corps? Il n'y a pas d'endorphine qui est produite. Or, il se trouve
qu'on nous a persuadé. On nous a persuadé, à coup de stigmatisation, à coup de bourrage de crâne dès notre plus jeune âge, que le plaisir ultime dans la vie, c'était d'aller travailler 8 heures par jour dans un bureau à la lumière artificielle pour gagner de l'argent, pour avoir une belle voiture, pour avoir une belle maison, pour avoir un statut social, pour avoir de la réussite sociale, pour avoir un iPad, pour avoir des chemises Armani ou je ne sais trop quoi d'autre. On nous a persuadé que c'était ça le plaisir de la vie. Sauf que, c'est pas parce qu'on a cru à cette fable, hein, que le corps répond en conséquence. Tous ces besoins-là ne sont pas des vrais besoins de l'individu. Et tous ces besoins-là n'amènent pas à la production d'endorphines. Donc on se retrouve avec un mode de vie qui est soi-disant censé nous apporter l'épanouissement, qui ne l'apporte pas. Et donc il n'y a pas de réponse mécanique, on va dire, par la production d'endorphines. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé d'aller chercher des exomorphines. La morphine, les produits morphiniques, les opiacés, sont des produits qui sont censés remplacer la production endogène de morphinique par le corps en réponse à une vraie stimulation correspondant à un vrai besoin et à un vrai plaisir du corps. Et c'est pour ça que certains individus qui sont en souffrance particulière, à un moment, rencontrent les morphiniques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de production endogène de morphine suffisante. Pourquoi? Parce que la fable à laquelle ils tentent d'adhérer en permanence, cette pseudo-vie à laquelle on tente de s'identifier, on tente de dire « oui, non, mais je suis heureux, moi j'ai réussi dans ma vie ». Mais combien d'entre vous ont entendu l'histoire de gens qui avaient tout pour être heureux et qui ne l'étaient pas? Moi, quand on me dit ça, on me dit « mais celui-là, il avait tout pour être heureux et il ne l'était pas ». À chaque fois, je pose la même question. Et si en fait, il n'avait pas tout pour être heureux? Il a tout ce qui semble être nécessaire à l'individu pour être heureux. Mais c'est quoi ce qui est nécessaire pour l'individu pour être heureux? Des conditions de vie adéquates? Mais c'est quoi des conditions de vie adéquates? Est-ce que c'est vivre au 15e étage d'une tour dans un appartement tout blanc, tout lisse, seul dans sa maison? Non, non, des conditions de vie adéquates, c'est vivre au contact des matériaux naturels, de vivre avec une alimentation physiologiquement adaptée et de qualité, avec un air, avec de l'eau, avec un groupe social qui l'entoure, qui est riche d'interactions. C'est vivre avec suffisamment de repos, de temps passé à la récréation ou à la vacance, au sens propre du terme, à la contemplation et à la rêverie, à l'exercice de sa créativité, à l'exercice du service et du don à autrui. Ça, c'est les besoins fondamentaux de l'individu. Et finalement, on se retrouve avec des individus qui croient avoir atteint ce qui semble être le bonheur de l'individu et qui en fait n'ont pas la réponse physiologique adaptée. On est tous là-dedans. Et c'est pour ça que notre société est particulièrement remarquable par le recours à des produits qui vont venir stimuler le circuit de la récompense et du plaisir extérieurement. Cette stimulation, elle devrait être faite intérieurement. Or, comme elle ne l'est pas faite, et on ne veut pas voir qu'il y a un problème, parce que tous les circuits de récompense et de plaisir sont bien indexés, c'est-à-dire qu'ils devraient fonctionner de manière correcte. Si ce que nous faisons procure réellement un plaisir physiologique, nous n'avons pas besoin de compenser, c'est-à-dire que nous sommes pleins et remplis. Et c'est bien là où le bas blesse. Et donc on s'oriente vers des produits qui vont stimuler ces récepteurs pour avoir une réponse à peu près adaptée et arriver à vivre, parce que la stimulation de ces récepteurs est un besoin vital. C'est-à-dire que si on décode ça de manière naturelle, on va se dire que l'exercice physique est un besoin vital, l'exercice d'une activité sexuelle épanouissante, régulière est un besoin vital, l'exercice d'une activité créatrice est un besoin vital, le fait de rire est un besoin vital. Et comme je vous disais dans une vidéo précédente que le pardon n'était pas une option, c'était une nécessité vitale, de la même manière, revenir aux conditions physiologiques de la vie de notre espèce est un besoin vital. Et si on n'y répond pas, qu'est-ce qui se passe? On va chercher des produits de substitution. Et c'est comme ça qu'on peut tomber dans l'enfer des opiacés. Les opiacés ayant eux-mêmes un effet de dépendance physique, et donc une fois qu'on a mordu à l'hameçon, il y a une hyper-stimulation du circuit récompense-plaisir, un truc on se dit mais waouh, mais c'est sans comparaison avec ce qui aurait été naturellement possible de faire. Sauf que ce qui était naturellement possible de faire, c'était naturellement adapté. Et la surstimulation de ces circuits de récompense-plaisir font que finalement, on devient complètement accroché à ça, parce que rien dans la vie n'est en comparaison de ça. Vous savez, la chanson de Lou Reed, je me souviens toujours de Lou Reed qui chantait Héroïne, une fameuse chanson, en tout cas pour les vieux comme moi, et à un moment il dit « It's my life and it's my wife », c'est ma vie et c'est ma femme. Mais réellement, pour quelqu'un qui est héroïnomane, il n'y a aucun plaisir, même le plaisir de l'orgasme, qui soit en comparaison avec le plaisir
et la douleur qui s'ensuit, puisque je vous ai dit dans les conséquences, hein, il y a des conséquences aussi qui sont très douloureuses, mais dans le plaisir et la douleur qui est procurée par l'héroïne. Et c'est ainsi de tous les produits morphiniques. Alors, on a eu l'idée, on s'est dit, mais on va trouver un produit qui active certains récepteurs et qui n'en active pas d'autres. Et ainsi est né le Subutex. Le Subutex vient activer les récepteurs mu de mémoire, qui sont les récepteurs responsables de la dépendance physique, sans venir activer les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre le syndrome de manque, hein, de morphine, et sans avoir les effets psychotropes que vont avoir les autres produits. Sauf qu'il y a un problème. Le Subutex ne va jamais être une libération. Le Subutex est un enfer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a comblé ces récepteurs avec ce qu'on appelle des agonistes, hein, un agoniste des opiacés, hein, dans le domaine des neurotransmetteurs, un agoniste, c'est un produit qui va venir remplacer. Alors le Subutex est un agoniste partiel des opiacés, c'est-à-dire qu'il va jouer certains rôles similaires aux opiacés, mais pas tous. Mais il joue quand même certains rôles similaires aux opiacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va venir stimuler certains récepteurs spécifiques aux opiacés qui devraient normalement être sécrétés par le cerveau sous forme d'endorphine. Et donc quelque part on se retrouve enfermé toujours pareil dans le même cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un mode de vie, on ne va pas avoir un système nerveux qui est capable de produire les hormones qui vont stimuler le circuit de récompense et plaisir de manière adéquate. Et donc finalement, le Subutex, on n'en sort pas. Normalement, la théorie derrière le Subutex, c'est qu'on va pouvoir diminuer de façon régulière les doses pour arriver à un sevrage complet du Subutex. Mais combien y arrive? On entend même, moi je pourrais avoir discuté avec des psychiatres, les psychiatres disent, oui en vérité ça c'est la théorie, mais en vérité on vit toute sa vie sous Subutex. Et pourquoi est-ce qu'on vit toute sa vie sous Subutex? Parce qu'il y a un problème, parce qu'il n'y a pas assez de production d'endorphine. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de production d'endorphine? Parce qu'il y a un décalage complet entre notre mode de vie et les besoins physiologiques de l'individu au sens le plus large possible. Et vous voyez, je retombe toujours sur mes pattes, mais pour la bonne et simple raison qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire que si on répond de manière adéquate aux besoins de notre physiologie, alors à ce moment-là, tous ces circuits de récompense, plaisir, tous ces circuits du système nerveux central vont fonctionner de manière adéquate. Alors, quand on me dit, voilà, moi je suis sous dépendance au Subutex et j'arrive pas à m'en sortir, comment faire? Eh bien, comment faire? Premièrement, remettre à plat sa vie, et considérer qu'il y a des choses qu'il faut changer. C'est-à-dire que malgré le fait, faire son petit verre de jus, malgré le fait qu'on nous a dit que notre mode de vie était l'épanouissement complet de l'individu, il y a des choses à changer radicalement. Et pour moi, c'est un premier appel. Ça paraît de base, mais c'est un premier appel. Il faut remettre tout à plat et il faut tout changer. C'est-à-dire que notre mode de vie ne nous nourrit pas, ne nous alimente pas, ne permet pas la production naturelle d'endorphines. Alors ensuite, on va dire, oui, mais d'accord, c'est bien joli ça, mais quand on veut arrêter les morphiniques, comment passer la crise de manque? Comment amener à une meilleure production d'endorphines par le cerveau? Alors, la réponse, elle est simple et multiple à la fois. Il va y avoir des plantes médicinales qui vont aider, je vais les lister ensuite, il va y avoir des plantes médicinales qui vont vous aider à passer cette crise de manque. Des plantes qui vont être des plantes calmantes pour un système nerveux central qui n'est plus calmé de manière adéquate. Ça, c'est les premières. La deuxième, ça va être de considérer que les endorphines sont produites par l'hypothalamus et l'hypophyse, la glande pituitaire. Et que cette glande pituitaire, qui est située à ce niveau-là, elle est dépendante, son fonctionnement est dépendant de l'état de cette zone-là. C'est-à-dire que si on a une zone cérébrale qui est particulièrement congestionnée, comme ça peut arriver chez nombre de personnes, et on en témoigne, les troubles ORL, quand ça coule par le nez, qu'est-ce qui coule? Ça coule d'où? Il y a des trucs qui sortent là, donc il y a les glandes à mucus qui permettent de produire du mucus pour accompagner des produits toxiques, et ça sort d'où? Mais ça sort de toi. Et ça sort d'où? Si ça sort au niveau du nez, c'est que ça sort en particulier par ta tête. Tout ce qui sort par les yeux, vous savez, ces petites croûtes là, ces petites choses qui collent les yeux, c'est le cérumen dans les oreilles qu'on considère comme normal, mais c'est complètement anormal le cérumen, ça n'a rien de normal. Il suffit d'adopter une alimentation physiologique et on se rend compte que du cérumen, il n'y en a pas. Et toutes ces excrétions qui sortent par le nez, par la bouche, par les yeux, par les oreilles, ça témoigne que c'est plein, c'est complètement plein. Et cette hypophyse, finalement, et cet hypothalamus, qui sont pris dans un environnement qui est complètement congestionné, ils sont en hypoxie, ils ne sont pas alimentés de manière correcte, ni par le sang, ni par l'oxygène. Et donc, finalement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est permettre la décongestion de la partie cérébrale, qui se décongestionne de manière quasi mécanique
dans les intestins, même s'il n'y a pas un lien direct mécanique qui puisse apparaître, qui se décongestionne directement au fur et à mesure qu'on décongestionne les intestins. C'est pour ça que pour moi, la première des choses à faire pour booster la production d'endorphines, avant d'aller chercher tel ou tel remède, tel ou tel médicament, ou tel produit naturel, c'est déjà de décongestionner la partie cérébrale. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui adoptent un mode de vie physiologique, une alimentation transformée, vont dire, mais la première des choses, c'est que j'expérimente une clarté de l'esprit et une plus grande joie. C'est simplement que les circuits de récompense-plaisir fonctionnent à nouveau de manière adéquate. Ça, pour moi, c'est la première des choses et on ne peut pas faire l'économie d'un processus de détoxification qui va amener à une sortie de matière, les matériaux toxiques, qui entravent le fonctionnement normal du système nerveux et la production endogène de produits de type morphinique qui conduit à l'activation du système récompense-plaisir. Comme je vous l'ai dit, effectivement, comme il y avait une surstimulation du système des récepteurs mu, en particulier des opiacés, comme il y avait une surstimulation, mais quand on va couper, ça va faire un espèce de grand coup de frein à main. Et c'est très peu acceptable et tolérable pour l'individu, c'est pour ça qu'il y a des fameuses crises de manque. Alors pour ça, il y a des plantes qui sont fabuleuses. Cette création est merveilleuse. On nous a donné des plantes avec des principes actifs qui sont là pour répondre à tous nos maux. Comme si, entre guillemets, bien que je n'en doute pas, comme si tous nos errements avaient déjà été prévus. Et comme si dans la nature, il y avait exactement toutes les réponses à nos troubles, les troubles que nous avons pu développer par un mode de vie qui est complètement inadapté. On passe notre temps à trouver des solutions pour essayer de répondre à des troubles qui sont liés aux troubles du mode de vie. La solution, c'est pas d'en surajouter et de trouver du Subutex et je sais plus quel produit, je sais plus quel produit. La solution, c'est de revenir simplement à la base. Et pour cela, il y a des plantes aussi qui peuvent nous aider. Alors, je vais les citer de mémoire. Je ne prétends pas être exhaustif. Il va y avoir d'abord toutes les plantes calmantes. Il y a une plante que j'aime beaucoup qui s'appelle le mulungu, M-U-L-U-N-G-U, qui est une plante sédative, relaxante. Alors dans les plantes que je vais citer, toutes ne sont pas autorisées en France pour la bonne et simple raison que nous vivons dans un système inique avec un monopole qui est exercé par une profession et que toute la société est orientée de manière à manger une seule chose, c'est-à-dire des produits chimiques de substitution qui ont une valeur économique ajoutée supérieure à celle que peuvent avoir les produits naturels. Mais tout ça, c'est idéologique. Donc les plantes que je vais citer peuvent se trouver sur Internet si vous cherchez un petit peu, grâce à Internet, grâce au réseau mondialisé qui existe maintenant, on peut les trouver. Je ne recommande absolument pas de les commander parce que c'est totalement illégal bien sûr, mais ça peut être des plantes utiles. Le mulungu est une plante sédative extraordinaire. Une plante qu'on va trouver très facilement en France, c'est la rhodiola. La rhodiola, qui est une plante du nord de l'Europe, R-H-O-D-I-O-L-A. Je pense que c'est la fleur de rhodiola, si je ne me trompe pas. Une très belle petite fleur jaune, de mémoire. Je ne suis pas certain d'être exact là-dessus. La rhodiola est décrite comme un anxiolytique naturel. C'est un adaptogène aussi qui va booster le fonctionnement des glandes surrénales, soutenir le fonctionnement de tout le système endocrinien. Et donc en soutenant le fonctionnement de tout le système endocrinien, activer la fonction d'élimination de l'organisme. Le rhodiola est une plante extraordinaire pour toutes les personnes qui sont déprimées, qui sont dépendantes, que ce soit de la pharmaco, de l'alcoolo-dépendance. La rhodiola est une plante majeure sur laquelle s'appuyer. C'est même une plante de base que j'utilise de plus en plus. Rhodiola, mulungu. Pour favoriser la détente, le sommeil dans les crises de manque, il y a une autre plante qu'on appelle l'Escolzia, Escolzia californica. Donc c'est le pavot de Californie. Pavot, pas pour rien, les opioïdes viennent aussi, quand on parle du pavot, on trouve beaucoup d'opioïdes dedans. L'Escolzia ne va pas avoir les effets psychotropes, en tout cas aux doses usuelles, ne va pas avoir les effets psychotropes de l'opium, et pourtant va avoir une action légèrement calmante et sédative sur le système nerveux sans avoir l'effet d'addiction du Subutex. Parce que le Subutex est dosé en trop grande quantité et ne permet jamais d'en sortir ou très difficilement. Donc Escolzia, ça s'écrit E-S-C-H-O-L-Z-I-A, Escolzia californica, trouvée facilement en France. C'est une plante aussi extraordinaire pour le système nerveux. Vous allez avoir une plante aussi qui est traditionnelle à Hawaï, et Dieu sait qu'à Hawaï, ils sont cool
Quand j'étais jeune, je regardais Magnum, et je peux vous dire que Magnum qui vivait à Hawaï, il était super cool. Donc à Hawaï, ils sont cool parce qu'aussi ils consomment une plante qu'on appelle le Kava Kava, K-A-V-A, K-A-V-A, qui est une plante traditionnelle qui se prend en infusion froide. Il y a une méthode traditionnelle de préparation du Kava Kava. C'est une poudre qu'on met dans un petit sac et puis on laisse tremper ce sac dans de l'eau et on le malaxe avec l'eau, on le malaxe à froid et ça donne une infusion froide de Kava Kava qui est une plante relativement sédative. Vous allez avoir aussi la valériane, vous allez avoir la camomille, vous allez avoir le coquelicot, vous allez avoir la passiflore. Là, vous allez avoir le houblon, bien que le houblon soit quand même, on va dire, une plante inhibitrice de la fonction sexuelle, donc à limiter si vous désirez avoir une vie épanouie à ce niveau-là. Et donc avec toutes ces plantes, on va avoir des plantes calmantes. Mais ces plantes calmantes ne vont être là que pour répondre à la crise de manque. Cette crise de manque, elle n'est là que parce que la stimulation était une surstimulation. Ces plantes vont jouer le rôle d'amortissement. Mais ensuite, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de botte magique, il n'y a pas de médicament miracle pour amener à une production normale d'endorphines. Le médicament miracle pour amener à une production normale d'endorphines, c'est revenir aux conditions épanouissantes de vie pour l'être humain. Pas de manger, mange mon discours, mange, va bosser, mange, gagne de l'argent, endette-toi pour une bagnole, regarde la nouvelle Peugeot qu'on va sortir, mange, ça c'est ton plaisir, ça c'est ton désir, ça c'est tout ce que tu désires dans cette vie. Tu désires dans cette vie partir aux Seychelles pendant 15 jours en faisant 15 heures d'avion. Non mais non. Non, juste dire, mais ça, c'est pas ce que je désire. Et ça demande, entre guillemets, des sacrifices. Mais ça demande des sacrifices par rapport à ce monde. Mais il est joyeux de sacrifier les fausses addictions de ce monde pour arriver aux vrais besoins. Et les vrais besoins, c'est quoi? Mais c'est de s'épanouir en pleine nature, de pouvoir marcher pieds nus, de pouvoir cultiver ses légumes. Vous allez me dire, non mais, qu'est-ce que tu nous racontes là? On va pas tous revenir à la terre. Et pourtant, si on se rend compte que c'est les besoins physiologiques de l'homme, et si on se rend compte que les besoins physiologiques de l'homme, c'est pas d'aller mettre ses enfants loin de lui pendant toute leur jeunesse, mais plutôt de grandir avec eux, de reprendre la responsabilité de leur éducation, de reprendre la responsabilité de son alimentation, de reprendre la responsabilité de la gouvernance de son environnement, de manière individuelle et collective. Si on se rendait compte que c'est ça les besoins réels de l'individu, alors à ce moment-là, on va réorienter complètement notre politique de développement. Et je ne suis pas un anti-croissance, mais je suis un pro-croissance de ce qui est bon pour l'humain. Actuellement, ce que l'on fait croître, ce n'est pas l'humain, c'est la machine. C'est la machine économique. Et c'est là où il y a vraiment une question à se poser. Et les opionomanes, les héroïnomanes ne sont que des symptômes d'une société qui vit sur des valeurs qui sont complètement perverses. Alors, pour sortir du Subutex, il n'y a pas 36 solutions. Je ne vais pas vous sortir la petite molécule miracle vendue une bouchée de pain sur Amazon.com. Ce n'est pas du tout ça la solution. La solution, elle est toujours la même. Elle est de revenir aux conditions normales de vie de l'humain, détoxiner tous les produits que nous avons pu ingurgiter et qui congestionnent notre organisme et qui empêchent le fonctionnement normal de notre système nerveux. Notre système nerveux fonctionne normalement par défaut. C'est-à-dire qu'à la base, il fonctionne bien. S'il ne s'exprime pas de manière adéquate, c'est donc qu'il est entravé, empêché. Et il est de notre responsabilité de le libérer, de le faire enfin respirer. Donner aussi de la respiration à toute notre créativité, à notre mode de vie. Ce que nous vivons n'est pas acceptable. Nous vivons un enfer. Même si on a l'impression que notre vie elle n'est pas si mal, nous vivons un enfer. Nous sommes épuisés, nous vivons un enfer et il est temps de découvrir autre chose. Alors moi, je prétends que le mode de vie, le mode alimentaire, comme une première approche, et le mode de vie globalement est la réponse. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui sera d'autre la réponse? Si notre état normal, physiologique, c'est l'état de pleine santé, d'épanouissement, de joie, de production d'endorphines, à qui mieux, d'énergie, de positivité, de bienveillance, qu'est-ce qui empêche cela? Et ce qui empêche cela, c'est que comme la génétique s'exprime dans des conditions d'environnement et on a l'expression qui est l'épigénétique, eh bien notre joie, notre bienveillance, notre amour, notre douceur, il s'exprime dans un environnement. Si l'environnement ne permet pas l'expression ou en tout cas modifie l'expression, eh ce qu'on voit sortir, c'est de la haine, de l'agressivité, de la désespérance et de la dépression. Le véritable baromètre, c'est la production d'endorphines. Parce que lui ne ment pas. Le véritable baromètre, c'est la joie inhérente qui peut surgir en nous. On n'a pas de joie à insulter quelqu'un, à frapper quelqu'un, à molester quelqu'un, à violenter ou à diffamer quelqu'un. On n'a aucune joie. Ça fait ricaner un temps, mais ça ne nous cause aucune joie. On n'a pas de joie à accumuler de l'argent, qui est un système totalement illusoire de toute façon et qui pourrait s'écrouler du jour au lendemain, qui n'est qu'une espèce de croyance pour
pour les athées que nous sommes devenus dans un État qui prône l'athéisme finalement à tout craint pour se prosterner devant le dieu argent. Il n'y a pas de joie là-dedans. Il n'y a pas de joie à vivre au 15e étage d'une tour. Il n'y a pas de joie à vivre dans un environnement bétonné. Il n'y a pas de joie à aller s'enfermer sous la lumière électrique. Il n'y a pas de joie là-dedans et il n'y a pas de production d'endorphines. Alors il y a un moment, aussi difficile que cela puisse paraître, il faut remettre les choses à plat et considérer les vraies urgences pour nous, pour nos familles, pour nos proches et pour nos amis. Alors moi je vous souhaite une bonne régénération, mais pas une régénération qui se contente d'aller acheter des pommes bio du Chili pour aller se faire des jus à la Biocoop voisine après avoir travaillé comme un fou pour se payer des fruits à un prix colossal. La vraie régénération, elle ne pourra pas faire l'économie d'une réforme complète, horizontale, totale et responsabilisante de notre société. Je sais que c'est ce qu'on est en train de préparer et je vous remercie de participer à cette formidable aventure. Le Subutex, il peut être remplacé par une réforme complète du mode de vie. Bonne régénération. Bonne régénération.